session ordinaire de l'année 2016 du Parlement ivoirien. Les députés ont clôturé aujourd'hui cette session. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a prononcé son traditionnel discours de fin de session. Nous irons dans cette édition à Yamoussoukro où les travaux des experts en vue de préparer le 5e sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ont pris fin. Les experts ont planché sur plusieurs accords. Le patrouilleur SCF Congo, 3e navire de guerre octroyé à la Marine nationale par l'État ivoirien après les patrouilleurs, l'émergence et le bouclier a été mis officiellement en service. Les terroristes ont frappé la France aujourd'hui. 2 assaillants ont tué un prêtre à Rouen et blessé grièvement une religieuse. L'un des 2 assaillants a été formellement identifié. L'État islamique revendique l'attentat. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h sur RTI1. Le président du Parlement ivoirien a eu des entretiens avec la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes, ainsi qu'avec le président du Conseil économique et social. Charles Kofi-Dibi et Guillaume Soro ont parlé de collaboration entre leurs institutions. Maria Toukone sollicite les députés pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Hamza Diaby. Sur l'agenda de Guillaume Soro ce lundi, 2 audiences. Le président de l'Assemblée nationale a d'abord reçu Charles Kofi-Dibi, président du Conseil économique et social depuis le 16 juin dernier, qui entame ainsi une visite de courtoisie et de travail aux autres institutions de la République. Nous venons d'avoir une séance de travail qui ouvre des perspectives et surtout qui permet de consolider la relation et de fluidifier la relation entre les institutions de la République, surtout l'institution que vous dirigez et la nôtre, parce qu'il est important que nous puissions tous savoir que les institutions de la République doivent, de façon complémentaire, travailler avec le gouvernement de notre pays. Nous avons bien entendu noté que c'est bien dans une synergie et dans une complémentarité harmonieuse que nous devrions travailler. J'ai assuré le président du Conseil économique et social de la disponibilité de notre institution, n'est-ce pas, à être à ses côtés et à travailler, n'est-ce pas, dans l'intérêt supérieur de la nation. Deuxième audience de la journée, celle accordée à Maria Toukone, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes, sollicite l'appui du Parlement pour le maintien de la paix sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons besoin de tous les efforts conjugués pour parvenir à consolider la paix en Côte d'Ivoire. C'est la raison pour laquelle nous avons actionné la diplomatie parlementaire afin que la paix règne de nouveau de façon durable dans notre pays. Guillaume Soro a rassuré Madame le ministre de toute sa disponibilité et de celle de l'ensemble des parlementaires. Et nous partons maintenant pour Yamoussoukro, les travaux des experts en vue de préparer le 5e sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ont pris fin. Les experts ont planché sur plusieurs accords. Ceux-ci seront soumis au ministre avant le conseil conjoint entre les gouvernements ivoiriens et burkinabés. Le reportage sur place d'Alvorassa. Les travaux préparatifs des experts ivoiriens et burkinabés du 5e sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso se sont achevés ce mardi. Les spécialistes des différents secteurs d'activité regroupés en 4 commissions ont travaillé avec ardeur pour évaluer les décisions et recommandations passées et proposer des projets d'accord. Chaque commission est coprésidée par un burkinabé et un ivoirien avec 2 rapporteurs, un rapporteur ivoirien, un rapporteur burkinabé. Et donc les travaux ont commencé hier et chaque commission a une série de sujets conformément aux recommandations et aux décisions qui avaient été prises au dernier TAC. Et donc nous avons divisé les sujets par thème. Pour le financement de ces projets, tels par exemple les infrastructures routières et ferroviaires, des institutions financières et autres grands groupes vont accompagner les 2 pays. Il y a déjà certains financements qui ont été trouvés.
Et surtout, du côté ivoirien, nous avons déjà fait une bonne série de tronçons qui nous reviennent. Et les financements qui restent à trouver sont en train d'être recherchés. Les Chinois sont très intéressés par une série. Il y a la Banque mondiale, il y a la BAD, il y a plusieurs institutions qui sont intéressées parce que ce sont des projets qui participent de l'intégration. Si nous réussissons cette expérience unique en Afrique du TAC, notre sous-région réussira son intégration et puis ça pourra faire tache d'huile. Les résultats de leurs travaux seront remis aux délégations ministérielles. Elles s'appuieront sur ces dossiers pour prendre des décisions qui seront ensuite validées par les présidents Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire et Roch Marc Christian Kaboré du Burkina Faso pour le bonheur des deux peuples. Le 5e sommet du traité d'amitié et de coopération se tient les 28 et 29 juillet prochains, symbole d'intégration. Ce traité rythme depuis 8 années les relations entre les deux pays. Et bien, en prélude à ce 5e sommet, la direction de l'information vous propose après ce journal à 20h50 sur RTI 1 un document qui permettra de mieux s'imprégner des réalités de cette coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. En attendant donc ce documentaire sur l'amitié Côte d'Ivoire-Burkina Faso, rendons-nous à l'Assemblée nationale qui a clôturé aujourd'hui sa première session ordinaire de l'année 2016. Une cérémonie de clôture marquée par le traditionnel discours du président du Parlement ivoirien. Selon Guillaume Soro, 21 projets de loi ont été adoptés, dont celui portant organisation du référendum. Il s'est par ailleurs prononcé sur les récents événements et appelé tous les députés à œuvrer pour l'apaisement, nous explique Sidonie Davila. L'actualité marquée par les récentes manifestations a dominé la clôture de la première session ordinaire 2016 de l'Assemblée nationale. Ce mardi, le président de cette institution a fustigé les violences qui ont émaillé les protestations contre le coût de l'électricité. Nous avons été tous témoins de violences inouïes qui se sont emparés de certaines de nos villes, occasionnant, hélas, perte en vie humaine, atteinte à l'intégrité physique de plusieurs personnes, pillage des biens publics et privés. À l'origine, dit-on, se trouveraient des revendications liées au système de facturation de l'énergie électrique pour les ménages. Aussi fondées et légitimes que fussent ces revendications, rien ne saurait en revanche expliquer ni justifier la violence utilisée pour les exprimer. Je désapprouve totalement ces actes de vandalisme et je les condamne. Face à l'outrage et à l'atteinte au symbole de l'État, force doit rester à la loi. J'en appelle donc instamment et avec insistance à un retour aux fondamentaux du pacte social qui nous unit. Il nous faut revenir sur cet impératif, s'aimer l'amour, cultiver la paix. Chacun sait que c'est quand règne la paix et la sécurité que l'on peut agir efficacement sur la santé, l'école et le travail. Au cours de cette première session, ce sont 21 projets qui ont été examinés, dont celui relatif à la loi organique portant organisation du référendum pour l'adoption de la Constitution. Face aux nombreuses personnalités venues participer à la cérémonie, parmi lesquelles on peut citer des présidents d'institutions, des diplomates, des chefs coutumiers et des délégations venues du Mali et du Burkina Faso, le président s'est prononcé sur la nécessité d'une telle loi. Un premier pas a été franchi le vendredi 22 juillet 2016 avec le vote de la loi. Cette loi, qui précise les conditions d'organisation de ce type particulier de scrutin et ne concerne pas le contenu de la loi référendaire, nous conduit à parfaire notre démocratie. C'est avec ce discours que la première session ordinaire de l'année 2016 de l'Assemblée nationale prend fin. La seconde devrait débuter le 3e mercredi d'octobre prochain, sauf en cas de nécessité de session extraordinaire.
La Marine nationale a vécu hier une double cérémonie, décoration des marins et baptême du patrouilleur Sekongo. C'est le 3e navire de guerre octroyé à la Marine nationale par l'État ivoirien. Après les patrouilleurs, l'émergence et le bouclier, eh bien, Sekongo a été mis officiellement en service, nous dit Hamza Diaby. Ce navire de guerre porte le nom du capitaine de frégate Sekongo Doulaye, disparu tragiquement avec 5 frères d'armes au cours d'un chavirement lors d'une mission commandée sous le pont Félix Houphouët-Boigny en 2012. Selon le contre-amiral Djakari Djakonate, commandant la Marine nationale, ce drame est survenu à cause d'un manque crucial de moyens adaptés dont souffrait son unité. L'acquisition du CF Sekongo obéit donc à plusieurs objectifs primordiaux. Ce sont entre autres la modernisation de la flotte navale et la maîtrise des risques croissants à la sécurité et à la sûreté maritime. Je voudrais vous prier, Monsieur le ministre, de bien vouloir transmettre à son Excellence Alassane Ouattara, président de la République, chef suprême des armées, nos sincères remerciements et notre infinie reconnaissance. Se fondant sur sa clairvoyance politique et à sa parfaite connaissance du monde maritime, les marins nourrissent le secret d'espoir d'acquérir dans quelques années, grâce à vous, des navires de plus grande envergure qui achèveront de lui conférer son statut de puissance navale régionale pour le rayonnement d'une Côte d'Ivoire émergente. Le capitaine de frégate Sekongo sera doté d'un canon de 20 mm à l'avant et 2 mitrailleuses 12,7 mm à l'arrière. Henriette Conan-Bédier, représentée par Adèle Ndamian, parrainait cette cérémonie au cours de laquelle le ministre chargé de la Défense, Alain Richard Donvailly, a été fait commandeur dans l'ordre du mérite maritime. 13 autres personnalités civiles et militaires ont été décorées en reconnaissance du dynamisme et de la vitalité qu'elles ont su insuffler à la mise en œuvre de l'action de l'État en mer en Côte d'Ivoire. Le général de brigade Deteloto Firmé a pris officiellement fonction aujourd'hui en qualité d'inspecteur général des armées. La cérémonie d'installation s'est déroulée à l'inspection générale des armées au plateau en présence du ministre chargé de la Défense. Le général de brigade Deteloto est la 8e personnalité à occuper ce poste d'inspecteur général des armées qui était vacant depuis 10 années. En plus de coordonner et de planifier les actions de l'outil de défense du pays, l'inspection générale de l'armée a pour mission le contrôle et l'évaluation des capacités opérationnelles des forces armées. Je vous invite maintenant à faire un tour à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody où les activités reprennent timidement. Les autorités universitaires réitèrent donc l'appel à la reprise des cours. Elles invitent les étudiants à surseoir à leur grève et à reprendre le chemin des amphithéâtres et salles de travaux pratiques. Konaté Moussa. Ce n'est pas l'ambiance habituelle des jours studieux sur le campus de Cocody. Amphithéâtre fermé, étudiants oisifs qui s'occupent comme ils peuvent. Malgré l'appel des autorités universitaires dimanche dernier, les activités peinent à redémarrer. Il y a eu une reprise effective dans 2 UFR. Les UFR de sciences médicales, où ils composent depuis le lundi. Il y a aussi les UFR de sciences pharmaceutiques qui ont cours. Dans d'autres UFR, il y a eu des cours de façon sporadique, mais c'est une reprise timide. Dans l'enceinte de l'université, ce sont des étudiants dans l'incertitude. Certains profitent pour réviser dans des salles. Tous souhaitent la reprise des cours. Lorsque les cours demeurent aussi lentement, moi, je ne suis pas satisfait de cela. J'aimerais qu'on reprenne vite les cours le plus tôt possible. Face à cette situation, le président de l'institution réitère son appel à la reprise. Dire aux uns et aux autres, enseignants comme étudiants, de revenir reprendre les activités, pour ceux qui sont programmés en tout cas, et que du point de vue de la sécurité, grâce à la décision du gouvernement, la police nationale assure la sécurité des uns et des autres. Rappelons que le lundi 18 juillet, l'université Félix Houphouët-Boigny a été le théâtre de violentes manifestations, entraînant une interruption des cours. Aujourd'hui, le calme règne, mais les étudiants attendent toujours de regagner les amphithéâtres.
La ministre de la Salubrité urbaine et de l'assainissement était hier à la place Saint-Jean de Cocody. Sur cette place, Anne Ouloto a donné le top départ de l'opération propreté, embellissement des villes et communes. L'opération vise à donner un beau visage aux villes et communes ivoiriennes. Elle invite donc toutes les couches socio-professionnelles à s'impliquer dans cette opération. Alexis Ouedraogo. Voilà la phase pratique du projet d'embellissement des villes et communes de Côte d'Ivoire. Et elle démarre à Cocody. Pour Anne-Désirée Ouloto, l'heure n'est plus à la parlotte. Chaque citoyen doit prendre ses responsabilités. Il s'agit donc de créer les conditions d'une mobilisation de tous autour de la question de la propreté, de la salubrité et de l'assainissement de notre environnement immédiat. 12 comités ont été mis sur place avec à leur tête des parrains, membres du gouvernement et opérateurs économiques. Ils devront travailler à assainir leur zone en tout point, propreté des caniveaux, nettoyage des rues et autres ravalements de façades. Que chacun, là où il se trouve, et quelle que soit sa condition, y mette du sien et devienne ambassadeur de la propreté, ambassadeur de l'assainissement, promoteur de bonnes pratiques de salubrité et d'assainissement. Certaines mesures devront accompagner ce lancement, la construction d'infrastructures modernes de gestion des déchets, l'instauration du tri sélectif à partir des ménages, l'installation de toilettes publiques et l'amélioration du drainage à Abidjan et dans les autres villes du pays. Président le lancement de l'opération, Ahmed Bakayoko, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a exhorté les populations à un profond changement de comportement. Bien souvent, on a fait des opérations, mais je crois que les populations n'ont pas capté leur rôle, leur mission. Dans notre capacité, chacun à prendre conscience que c'est possible. Ce sont près de 260 milliards de francs CFA que le gouvernement consacre à la salubrité du cadre de vie des populations dans le PND 2016-2020. Une double signature d'accord de prêt de dons entre le Fonds saoudien de développement et la Côte d'Ivoire pour un montant total de plus de 12 milliards de francs CFA vient de se dérouler. Cette somme va permettre le financement du projet en eau potable, en quantité et en qualité jusqu'en 2035 de la ville d'Abangourou et des localités environnantes depuis la Comoé et celui du projet de réalisation de forages en milieu rural. Cette double signature porte à 43 milliards de francs CFA la contribution du Fonds saoudien à la Côte d'Ivoire. Depuis hier, une délégation de l'Agence de régulation des marchés publics du Niger séjourne en Côte d'Ivoire pour une visite de travail de 4 jours. Cette délégation est composée de 4 membres avec à sa tête sa présidente. La délégation nigériane est donc venue s'inspirer du modèle ivoirien en matière de régulation des marchés publics. Francis Boifou. La présidente du Conseil national de régulation de l'Agence de régulation des marchés publics du Niger, dans les locaux de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, ANRMP de Côte d'Ivoire. Seini Kadidia Joséphine entend renforcer la contribution de son institution à l'amélioration du secteur des marchés publics et de l'environnement des affaires nigériens. Pour elle, l'expérience ivoirienne est un atout pour relever ce défi. Nous avons discuté sur un certain nombre de thèmes qui nous tenaient à cœur et nous avons pu en tirer un certain nombre de... Par comparaison, en tout cas, nous avons pu être enseignés sur la réunion que nous avons eue aujourd'hui. On a vu d'abord les textes. Nous sommes quand même régis au départ par les mêmes textes. Nous avons quelques différences, évidemment. Et ce qui nous a intéressé au-delà de la comparaison, c'est que nous avons parlé de comment l'ARMP d'Abidjan procède pour un certain nombre de dossiers. Cette coopération bilatérale est, selon les responsables de l'ARMP, le gage du succès des institutions sœurs dans leur mission d'assainissement des finances publiques. C'est toujours bon de se frotter entre structures qui œuvrent dans le même domaine pour pouvoir nous enquérir de l'expérience des uns et des autres. Je pense que c'est des échanges où chacun en tire forcément profit. Le voyage d'études de l'Agence de régulation des marchés publics du Niger va durer 4 jours.
La candidature de la Côte d'Ivoire pour l'organisation du Congrès de l'Union postale universelle en 2020 est soutenue par l'Afrique lors de la 9e conférence des plénipotentiaires de l'Union panafricaine des postes tenue à Yaoundé les 22 et 23 juillet dernier. Les États africains membres ont apporté leur soutien à notre pays. Salimatou Dia, Hugues Vebli. La Côte d'Ivoire veut accueillir le Congrès de l'Union postale UPU en 2020. Cette ambition, elle l'a formalisée à Yaoundé au Cameroun lors de la 9e conférence des plénipotentiaires. La candidature ivoirienne a été soutenue à travers l'adoption d'une résolution par l'Union panafricaine des postes, UPAP. Témoin de ce soutien des États africains à la Côte d'Ivoire, Bruno Nabagné Koné, ministre de l'économie numérique et de la Poste. Cet événement était d'abord un événement pour l'Afrique, avant même d'être celui de la Côte d'Ivoire, ce que tout le monde a compris. Et nous sommes heureux de voir ce soutien fort des 5 régions postales africaines qui vont nous soutenir à Istanbul pour défendre la candidature de la Côte d'Ivoire et plus tard, évidemment, nous soutenir dans l'organisation de cet événement. Autre sujet abordé à cette rencontre, l'évolution des postes dans les pays africains. Nous avons, pour l'essentiel, réfléchi aux évolutions de nos postes après le début de la mise en œuvre de la conférence de Doha de 2012, qui consiste principalement à améliorer le plus fortement possible les services que les postes offrent aux populations. Les postes au cœur des politiques économiques et sociales, c'est l'exhortation faite à l'endroit des gouvernants lors du panel animé par le ministre ivoirien. Lors du renouvellement des instances de l'UPAP, la Côte d'Ivoire a été reconduite au conseil d'administration de l'organisation. L'institution spécialisée de l'Union africaine, créée en 1980, a pour but de développer le réseau postal physique, électronique et financier dans tous les pays membres. Voilà, reportage commenté pour vous par Mamadou Kouassi. Dans l'actualité politique, cette conférence donnée par le président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan, par ailleurs président de l'AFD, l'Alliance des forces démocratiques, s'est donc prononcé sur l'actualité sociale en Côte d'Ivoire. Cette conférence a été suivie par notre reporter Gabriel Zani. Pascal Affi-N'Guessan, le président du Front populaire ivoirien FPI, ne s'est pas exprimé à demi-mot devant les militants du parti, des représentants des partis politiques membres de l'AFD, l'Alliance des forces démocratiques dont il est le président. Pascal Affi-N'Guessan est revenu sur les faits qui fâchent l'opposition en ce moment. Le projet de nouvelle constitution, l'insécurité, la justice partielle selon les mots de Pascal Affi-N'Guessan et sans oublier l'affaire des factures d'électricité. Mais le président du FPI, pour finir sa conférence de presse, a posé 2 principes pour sortir de l'impasse. Si nous voulons que la Côte d'Ivoire avance, il faut écouter les Ivoiriens. C'est le premier principe. Et il faut rechercher avec eux les solutions aux problèmes du pays. C'est le deuxième principe. Et c'est le sens de la démocratie. C'est-à-dire que le pouvoir, c'est pour servir le peuple. Par le peuple, c'est-à-dire avec le peuple. Notre espoir, c'est que les gouvernants entendent, qu'ils entendent ce cri de détresse et qu'ils agissent pour résoudre tous les problèmes sociopolitiques que traverse le pays. Pascal Affi-N'Guessan définit cette conférence de presse comme le lancement d'une grande campagne de sensibilisation des populations qui débutera dans les semaines à venir. Force 2015, la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence 2015 prépare activement les futures échéances électorales. Le bureau exécutif vient d'initier un séminaire de formation à l'attention des coordonnateurs de toutes les régions du pays. Les coordonnateurs politiques de la Force 2015 venus de tout le pays étaient à Yamoussoukro. Objectif à se former en vue de participer à toutes les batailles pour le triomphe du RHDP comme parti unifié. C'est donc pour nous le moyen de nous doter de tout ce qui est moyens humains et moraux capables de relever les grands défis politiques, notamment la création du parti unifié RHDP que nous avons décidé. Au cœur de cette formation, les TIC occupent une place importante. Être présent sur les réseaux sociaux s'impose. Nous voulons, grâce aux enseignements que nous recevrons, être des agents de promotion et de protection de l'image et des actions du chef de l'État Alassane Ouattara sur les réseaux sociaux et dans nos localités. Les coordonnateurs de la Force 2015 sont prêts à occuper le terrain après ce renforcement de capacité. Notre vie, c'est le net.
Voilà, nous ne connaissons rien d'autre en dehors des réseaux sociaux et nous défendrons le président avec cette arme-là. Cette formation me donne de comprendre, n'est-ce pas, le bien fondé d'un leadership politique. Le séminaire de la Force 2015 avait pour thème la formation au leadership politique, enjeux et perspectives à l'aune du parti unifié RHDP. Un séminaire placé sous le haut patronat du ministre d'État Jeannot Ahoussou-Kouadio, sous la présidence du directeur général des douanes Issa Koulibaly et sous le parrainage de Insie Yakouba, directeur général du port autonome d'Abidjan. Et le reportage était réalisé par Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Hors de la Côte d'Ivoire, en Somalie, au moins 13 personnes ont été tuées aujourd'hui à Mogadiscio dans un attentat suicide à la voiture piégée. L'attaque a été revendiquée par les islamistes Shebab, démontrant une nouvelle fois la capacité de nuisance du groupe affilié à Al-Qaïda au cœur de la capitale somalienne. Les terroristes ont aussi frappé la France aujourd'hui. 2 assaillants ont tué un prêtre à Rouen et blessé une religieuse suite à une prise d'otage. Cette dernière est entre la vie et la mort. Le prêtre, âgé de 84 ans, a été égorgé. Le président français s'est rendu sur place. Un nouveau drame pour la France. Ce mardi, aux environs de 9h, 2 individus munis d'armes blanches pénètrent dans une église de Saint-Étienne de Rouvray en Normandie. Ils prennent en otage 5 personnes, dont un prêtre, 2 sœurs et plusieurs fidèles. Une religieuse qui a pu s'échapper donne l'alerte. Les services de police se sont mobilisés. La BRI de Rouen est rapidement intervenue et a encerclé l'église. Les 2 assaillants sont sortis et ils ont été neutralisés, abattus par les services de police. Mais le bilan est d'ores et déjà macabre. Un des otages, le prêtre, a été égorgé et une fidèle grièvement blessée se trouverait entre la vie et la mort. L'État islamique a revendiqué l'attaque en précisant que les 2 hommes appartenaient à la cellule terroriste installée en Normandie. Au Vatican, c'est l'indignation. Le pape François a condamné le meurtre barbare et a associé sa douleur à l'horreur. Le parquet antiterroriste de Paris s'est saisi de ce nouveau drame qui touche cette fois la communauté catholique française. Voilà, vous l'avez entendu, le Vatican dénonce un acte barbare. Nous allons maintenant écouter la réaction du Saint-Siège. C'est une nouvelle terrible qui s'ajoute malheureusement à une série de violences qui ces derniers jours nous ont déjà bouleversés, créant une immense douleur et suscitant une vive préoccupation. Nous suivons la situation, nous attendons des informations ultérieures pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Le pape informé participe à la douleur et à l'horreur pour cette violence absurde et condamne de la manière la plus radicale qui soit toute forme de haine et prie pour les personnes touchées. Nous sommes particulièrement frappés parce que cette violence horrible a eu lieu dans une église, un lieu sacré dans lequel on annonce l'amour de Dieu. Une violence advenue par la mort barbare d'un prêtre et l'implication de fidèles. Nous sommes proches de l'Église de France, de l'archidiocèse de Rouen, de la communauté qui a été frappée et de tout le peuple français. Voilà, c'était la réaction du père Federico Lombardi depuis le Vatican. Le Japon est aussi sous le choc. Un ancien employé d'un centre pour handicapés mentaux, armé de plusieurs couteaux, a tué 19 personnes et blessé 25 autres aujourd'hui à l'ouest de Tokyo. Le tueur, présenté comme un déséquilibré, est âgé de 26 ans. C'est l'une des pires tueries de l'après-guerre au Japon. Et voilà une nouvelle qui devrait nous réjouir. Le 5e sommet du traité d'amitié et de coopération se tient les 28 et 29 juillet prochains. Symbole d'intégration, ce traité rythme depuis 8 années les relations entre les 2 pays. En prélude à ce 5e sommet, la direction de l'information vous propose, après ce journal, donc tout à l'heure à 20h50 sur RTI 1, un document qui permettra de mieux s'imprégner des réalités de cette coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Allez, ne décrochez pas. À tout à l'heure et bonne fin du programme sur RTI 1.